Donc, on va maintenant passer à la dernière présentation de la soirée. J'inviterai... Oh, merci Alexis d'être triste. C'est déjà presque fini. Donc, j'inviterai Arnaud Lapierre-Bédard, étudiant en doctorat en psychologie clinique adulte, qui vient nous parler donc des origines du narcissisme pathologique. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ça va bien? On verra dans 8 minutes. Pour faire un peu du pouce sur les autres présentations qui ont été faites aujourd'hui, moi aussi je vais parler de personnalité, plus spécifiquement de la personnalité narcissique, puis de ses penchants pathologiques. Quand on dit pathologique, on parle d'un moment où, comme a été décrit plus tôt, il y a une altération du fonctionnement, fait qu'il y a des détresses, une détresse qui est vécue dans les relations, donc des difficultés à entretenir des liens avec les autres. Mais aussi, il peut y avoir une détresse vécue, donc de la souffrance qui est vécue face à soi, donc on peut sentir plein d'émotions négatives. Puis c'est le cas dans la pathologie du narcissisme. Puis je vais parler de ses origines, donc comment que ça se développe chez une personne. Avant ça, qu'est-ce que c'est que le narcissisme pathologique? On en a parlé un peu, mais je vais revenir un peu plus en détail. Le narcissisme, c'est quelque chose qu'on utilise un peu à toutes les sauces. On parle de ça dans les médias, puis justement par applaudissement, est-ce qu'il y en a, avant de venir aujourd'hui, qui avaient déjà entendu le terme? On l'utilise d'une manière un peu dramatique, des fois en disant qu'il y a une épidémie de narcissisme puis qu'il se propage partout, il y en a partout, il faut s'en protéger. On va l'utiliser de manière très péjorative souvent pour décrire des personnalités publiques. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu dire « Ah, Trump, c'est un narcissique » ou « Faites attention aux pervers narcissiques qui vont ruiner votre vie ». C'est des choses qu'on entend, c'est très... c'est ça, pas d'autres mots là-dessus. Mais c'est quoi au fond? Souvent on l'utilise, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est ça que je me suis rendu compte. Puis, dans mes lectures, je me suis dit, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le narcissisme pathologique, j'allais partir un peu d'une manière développementale. Donc, si on prend un petit enfant, quand vous étiez enfant, probablement que vous allez vous reconnaître ou que vous allez reconnaître des enfants dans cette posture-là ou qui allaient faire un dessin, un château de sable, probablement pas le plus beau que vous avez vu, mais qui allait voir son parent puis dire « Ah, regarde papa, regarde maman, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis là, à ce moment-là, l'enfant, il espère que son parent va lui dire « Wow, c'est beau, bravo! » Puis qu'il allait le féliciter. Qu'est-ce qu'il avait besoin à ce moment-là, l'enfant? D'être reconnu, d'être admiré, d'être validé. C'est tous des besoins qu'on a. Puis, c'est comme si à travers le temps, une personne qui se développe de manière, on pourrait dire, normale, arriver à maintenir cette image positive d'elle-même par elle-même. Puis évidemment qu'on va toujours dépendre puis avoir besoin de recevoir cette validation de l'extérieur, mais c'est comme si chez certaines personnes, comme la personne-là, puis tous les présentateurs aujourd'hui peut-être, on avait besoin de recevoir ça de l'extérieur comme l'enfant quand il était plus jeune, puis c'est comme si ces besoins-là restaient tellement grands que les personnes n'arrivaient pas à maintenir une image d'eux-mêmes assez positive à travers le temps, puis dépendaient de ça. Puis ça va mener à développer beaucoup de stratégies qui peuvent être mésadaptées puis qui vont justement nuire aux relations. La pathologie du narcissisme, comment ça se présente? Il va y avoir, on dit, un soi grandiose au centre. Le soi grandiose, c'est un peu une manière de se voir soi-même où on est plus grand que tout, on est meilleur que les autres, on n'a pas de limite dans nos ambitions, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis, d'une manière externe, c'est une croyance qu'on va porter face à soi. Puis, d'une manière externe, ça peut se présenter d'une manière, comme on dit, grandiose. Fait que c'est des gens qui vont être plus arrogants, qui vont manquer d'empathie, qui vont avoir tendance à... c'est ça, manquer d'empathie. Ils peuvent utiliser les autres aussi, puis avoir tendance à se montrer beaucoup. Mais il y a un autre côté à la pathologie du narcissisme qu'on parle moins souvent, qui est la vulnérabilité. Ça, c'est un état où il y a plus des sentiments de honte qui sont présents, une peur du rejet, peur d'être critiqué. Puis ça va mener les individus, dans ces moments-là, à plus se retirer, puis moins aller vers les autres. Puis souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une alternance entre la vulnérabilité et la grandiosité, mais que de manière stable, il va y avoir un portrait qui peut être plus grandiose ou plus vulnérable. Fait qu'une personne qui a la pathologie peut se présenter la majorité du temps soit plus vulnérable ou plus grandiose. Si je vous sollicitais un peu,
ma question de recherche, c'est comment que ça se développe. Est-ce que vous avez, certains d'entre vous, une idée sur quelles pourraient être les causes qui mèneraient au développement de cette pathologie-là? En 2 ou 3 mots, je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Manque de validation. Validation abusive. Cause biologique. Trauma complexe. Gratification des besoins. Surgratification des besoins. Dévalorisation du parent. Rejet. Vous avez pas mal tous raison. Puis, des facteurs, il y en a encore. On pourrait en parler toute la journée. Moi, qu'est-ce que je vais m'intéresser? Je vais m'intéresser à 2 facteurs principaux. Le facteur un peu plus biologique, qui est comment l'enfant est quand il est jeune. Vous avez sûrement tous déjà interagi avec des bébés. Il y en a qui sont de tempérament qu'on pourrait dire un peu plus facile, plus d'approche. Ils vont être rieurs, ils vont aller vers vous, ils vont vouloir jouer. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus des tempéraments difficiles ou qui vont vivre plus d'émotions négatives, de la colère, de la tristesse. Ils vont plus se refermer. C'est comme si on avait tous des tendances à être au monde, des tendances quand on vient au monde à aller vers les autres ou à se retirer, puis à vivre des émotions plus positives ou négatives. On se rend compte que les gens qui ont plus une tendance à aller vers les autres, plus une tendance à l'approche, ça va être plus lié au format grandiose qu'on parlait tantôt. Puis ceux qui ont plus tendance à vivre des émotions négatives, ça va être plus lié au volet un peu plus vulnérable. Ça, c'est établi très bien. L'autre facteur très important, c'est les pratiques parentales. Donc, comment que les parents vont agir avec l'enfant, ça va être quoi leurs attitudes, leurs comportements. Puis, il y a une panoplie là, de pratiques parentales, que vous en avez nommé plein d'ailleurs, là, qui sont déjà liées au développement de la pathologie du narcisse, comme la chaleur, la surprotection, le contrôle. Puis, il y en a plein. Ça, c'est encore une fois établi. Moi, qu'est-ce que je vais faire à travers tout ça? Moi, je vais essayer de voir s'il y a des enfants particuliers, tempérament un peu plus d'approche, face à des parents qui vont adopter des comportements comme de la chaleur, de la surprotection ou du contrôle comportemental. Est-ce que ça va plus mener à la pathologie du narcisse ou ça peut moins mener à la pathologie? Donc, est-ce qu'il y a des effets d'interaction synergique entre comment que l'enfant est et comment que le parent agit avec lui? Donc, je vais essayer de voir au-delà de ces effets individuels-là, est-ce qu'il y a des interactions ou c'est ça, des effets synergiques qui pourraient se jouer puis expliquer encore mieux comment que la pathologie se développe chez une personne. Donc, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute. Puis, je reste ici pour s'il y a des questions. Pourquoi la chaleur? La chaleur, on peut le voir sur un pôle où il y a un excès de chaleur, puis d'un côté, il y a un excès de froideur. Qu'est-ce qu'on considère en ce moment, c'est que la chaleur est plus liée au pôle grandiose, puis le fait d'adopter des attitudes, des comportements plus froids, c'est plus lié à la vulnérabilité dans un portrait qui peut fluctuer, mais qui va être dominant d'un ou l'autre. Fait que des deux côtés, ça peut être lié, mais ça dépend des études, là. La question, c'est, ça va ressembler à quoi mes participants? Est-ce que ça va être des parents ou ça va être des enfants? Je vais prendre des groupes familiaux, c'est-à-dire que je vais questionner des jeunes adultes qui vont eux-mêmes coter qui vont passer des questionnaires sur leur propre personnalité, puis sur leur tempérament. On considère que le tempérament, c'est quelque chose qui est stable de l'enfance à l'âge adulte. Donc, ça va être des jeunes adultes qui vont coter sur ça. Puis, on va avoir des parents qui vont coter sur leur propre pratique parentale. Puis, on va essayer de faire correspondre ça aussi avec la perception du jeune adulte, de comment son parent était avec lui quand il était plus jeune. Fait que ça va être des groupes familiaux, dans le fond, qu'on va prendre.
OK, je vais essayer de reprendre la question. Ce que j'ai compris, c'est comment qu'on aborde le développement. Est-ce que je me suis intéressé à ça? Puis il y avait deux manières. La première étant de s'intéresser aux forces puis faire ressortir les forces chez l'enfant. La seconde, faire ressortir les faiblesses. Puis voir s'il y avait une différence dans ces deux manières d'interagir là avec l'enfant qui pouvait plus mener. Non, j'ai pas étudié ça. Ce sera une discussion qu'on pourra avoir après parce que à chaud comme ça, j'ai pas. Je pense que je dirais un peu n'importe quoi, donc j'aime mieux m'abstenir à ce moment-là. Mais c'est une bonne question en effet. Mhm. On ne peut jamais éliminer les biais. Puis la question de se poser, c'est est-ce que c'est utile de limiter les biais dans ce contexte-là? L'objectif de mon étude, c'est de récolter des données sur comment les personnes perçoivent comment leurs parents ont été, puis de contraster ça un peu avec comment les parents le voient aussi, mais mon objectif, c'est que ça soit utile en psychothérapie. Fait que quand quelqu'un vient puis se présente en psychothérapie, elle va pas se présenter d'une manière sans biais complètement. Fait que le fait d'identifier qu'une personne peut mettre de l'avant qu'elle a vécu dans un tel environnement ou tel environnement, puis si on constate que les gens qui ont une tendance à avoir la pathologie du narcisse rapportent des parents froids de manière générale, des parents contrôlants, ben on peut avoir cette oreille-là dans la séance de psychothérapie puis se dire ça peut nous aider à faire des liens dans le fond. Fait on ne veut pas nécessairement limiter tous les biais, mais c'est sûr que la seule manière qu'on a trouvée en ce moment pour limiter les biais, outre des études longitudinales qui vont durer sur 20 ans, c'est de prendre deux perspectives, fait que celle des parents puis des enfants. Oui? On va dire que quand on parle de génétique, dans ce que j'ai lu, puis je pourrais me tromper, il y a une composante héréditaire, mais on va parler plus d'une disposition. C'est comme s'il y avait une disposition à, si c'est déclenché, à développer cette pathologie-là, mais que c'est pas nécessairement 100% mes parents, c'est d'un gène, puis ça se développe. C'est comme si... puis c'est pour ça que j'essaie de tester les effets d'interaction pour dire ben c'est pas parent-enfant, la personnalité c'est pas comme juste d'autres types de maladies qui sont plus héréditaires, mais c'est ça, ça va être vraiment comme quelque chose qui pourrait mettre la table à ce que s'il y a d'autres conditions qui se présentent, ça se développe par la suite là. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour les questions, mais Arnaud va être disponible. Merci.